Si j'ai le temps, je vous ferai une sorte d'athée, ouais, ça marche. Euh, je prends Ah, les petites questions, là, je vois bien de petites ils sont questions. tous venus pour ça. Ouais, je vois ça, bon, je sais pas, on va voir, on va voir si je me chauffe. Qu'est-ce qu'on a? C'est le bear market, bah oui. Stratège, je vous en parlerai une prochaine fois, mais ça bosse dur et il y aura du neuf bientôt. Ne vous inquiétez pas. Ça build. Ça build et ça touche tranquillement au but, donc on y est presque. C'est une question de semaine là, avant qu'on commence à avoir du concret entre les mains. Euh, et check, j'en ai vu une autre. Est-ce que je bosse encore sur le fichier AirDrop? Pas du tout. Il est un peu à l'abandon. Alors non, des fois il est mis à jour vite fait, mais pas par mois. C'est très marrant parce que j'ai vu un compte anglais, américain, je sais pas trop, qui nous a remercié, qui l'a mis à jour et qui le vend sur son Discord. Donc comme quoi. Et bien sûr, on n'a pas reçu de royalties. Mais il y a toujours des trucs dont on parlait qui étaient valables et qui vont finir par tomber. Exemple Connext, on en a parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et au final, ouais, le claim est demain. Je pense pas que ça va monter très haut. Moi, je dirais que le token vaudra peut-être aux alentours d'1 $. Après, comme d'habitude, vous voyez, vous dumpez, vous gardez en fonction de ce que ça vaut. Voilà quoi. Yep. Alors, Et Sam, donc, ce marché. ouais, vas-y. Non, ce marché, comment ça se passe? Ben ouais, c'est pour l'instant, voilà, on est un peu, pour ainsi dire, cloisonné. Il faudrait pas perdre les zones sur lesquelles on travaille autour de 25 000, sinon ça risque, voilà, de nouveau de déclencher un peu le flush de fin d'année. Mais là, sur la rentrée, vu qu'on a déjà retracé, pourquoi irions-nous immédiatement plus bas? Je pense qu'il faudra un catalyseur, hein, comme je le disais dans la quotidienne aujourd'hui, pour revoir dans un premier temps 23 000 et puis les 20 000 dollars. Et là, quand on regarde, c'est ce que tout à l'heure je regardais avant de faire le live Twitch. En gros, le volume profile ici, la ligne rouge que vous avez autour de 1021 milliards, elle prend en considération toutes les bougies qu'on a ici à l'écran. Alors, si on dézoome, ça va passer ailleurs. Ça va passer à un point de travail bien inférieur. Et là, en fait, je prenais depuis cette zone assez critique des 300, 350 milliards. Et effectivement, si on prend en considération les bougies depuis l'été 2020, automne 2020, à partir du moment où il y a eu la véritable accélération du bull run, on voit malgré tout que sur cette échelle de temps, donc on arrive à 2 ans, hein, à peu près, pardon, 3 ans révolus, c'est cette zone de prix qui a été la plus travaillée, 1000 et quelques milliards. Et donc, c'est marrant de voir qu'actuellement, depuis les 3 dernières semaines, mais globalement, on oscille depuis pas mal de temps autour de ça, bien qu'on ait eu la déroute au moment où on a eu le Bitcoin à 15 000, on est en train d'avoir le cours qui, tout simplement, est en train de faire du tricot autour de cette zone des 1000 milliards. Alors, je suppose, toujours en me plaçant d'un point de vue extrêmement pragmatique et factuel, que quand on arrive à 700 milliards en s'approchant du prochain halving, on est peut-être un peu sous-coté et que quand on dépasse ici les 1200, 1250 milliards, on commence à être surcoté avant le halving. Qu'est-ce qu'il en sera post-halving? Eh bien, on en aura la réponse qu'en avril, voire été 2024. Et ensuite, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne sais pas si tu as un peu ce ressenti aussi, Manu, dans cette période de désintérêt longue, profonde et tout ce qui va bien. Est-ce qu'on ne serait pas sur un prix d'acceptation autour de cette zone des 1000 milliards de capitalisation, avec le chart à l'appui? Bah, c'est vrai que le marché est calme, il fait le crabe là sur le côté. Je pense que c'est assez simple à comprendre. On le voit aussi dans les chiffres de la chaîne. Là, on arrive à 400, 500, donc on sait qu'on plafonne en dessous des 1000 depuis pas mal de mois maintenant. C'est que il reste pas non plus beaucoup de vendeurs. Ceux qui sont là sont plutôt des holders et en tout cas sur BTC, c'est vraiment flagrant, sur Ether aussi, un petit peu biaisé par le merge, mais en tout cas sur Bitcoin, on voit qu'il n'y a plus trop de vendeurs, qu'il y a des prix un peu consensuels, que ce soit entre, je dirais, 20 et 25, tout ce qui descend en dessous de 20 et 20, 20 25, 26,
au final, c'est racheté. Donc, c'est aussi, à mon avis, pour ça que ça descend pas beaucoup plus bas. On a vraiment tous les vendeurs, alors, les gros qui sont sortis, ceux qui avaient des expositions aux assets à risque, qui trouvaient que la crypto, c'est trop risqué, qui sont potentiellement sortis. À voir si jamais on n'a pas, genre, tu sais, ce dont on parle, la fameuse récession, etc., qui peut pousser un peu le prix vers le bas. Donc peut-être retourner dans le range 20-25. Mais au bout du compte, ça a l'air en fait d'être voilà, les gens qui sont les institutionnels et les retail qui sont déjà présents, qui font le marché. Et puis voilà, donc c'est vraiment pour moi la phase de time capitulation. Donc vraiment la capitulation par le temps. Voilà, peu d'intérêt. Il n'y a pas non plus énormément de choses qui sortent. Donc de qualité, j'entends. Donc au bout du compte, ça build tranquille dans son coin et ça se prépare pour de meilleurs lendemains. Et là, si on fait le même travail, tu vois, c'est un peu différent que le crypto total et c'est d'autant plus intéressant, je pense, pour nous donner cette indication. Si on prend les bougies jusqu'à 2017, on a cette zone d'intérêt absolu qui est autour de 19 000, c'est-à-dire c'est l'ex-ATH, on le voit très bien. Zone qui avait hésité ici en novembre 2020 avant de déclencher le bull run et qui a été énormément travaillé aussi avant de faire la petite incartade autour de 15 000 $. Et quand on fait le petit boulot comme tout à l'heure, qu'on scrolle pour garder que les bougies, toujours en se concentrant sur le fil rouge que vous avez au milieu de l'écran, qu'on prend juste le début du bull run, où est-ce qu'on vient chercher? On vient à nouveau autour des 20 000 $. Donc, à mon avis, là, quand on regarde factuellement, pareil, 6 ans en arrière, quand on remonte à 2017, ou 3 ans en arrière, quand on retourne à l'automne 2020, je pense que tout ce qui est sous les 19-20 000, on est clairement en deçà de ce que peut être notamment le coût électrique d'un Bitcoin au niveau de sa production même aujourd'hui, bien que, comme vous le savez tous, mais je le rappelle, c'est pas quelque chose sur lequel on peut totalement s'appuyer, puisque si du jour au lendemain, le prix reste trop longtemps à 15 000 $ par exemple et que ça leur coûte 20 000 à produire, ils vont tous débrancher de leur côté, les mineurs ou les fermes, pour revenir à une difficulté qui serait amoindrie et pour pouvoir balancer moins d'énergie et donc moins d'argent pour pouvoir avoir miner leur Bitcoin. Donc, là, aujourd'hui, on a une blockchain Bitcoin qui est extrêmement bien sécurisée, avec un hash rate qui n'arrête pas de faire des nouveaux points hauts, toujours plus hauts, des mineurs qui sont très performants, des institutionnels qui investissent dans l'industrie minière. Donc, je ne pense pas que ça s'essouffle de sitôt. Et c'est ce qui me fait dire que sous cette ligne rouge, 19-20 000, on est clairement sous-coté actuellement. Au-dessus, c'est difficile à dire. Entre 20 et 25, ça a l'air d'être le prix d'acceptation et notamment, comme on l'a vu tout à l'heure avec le crypto total, autour des 1000 milliards, sur la zone sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Ensuite, post-halving, on va voir comment ça va se passer. Personnellement, ça fait quelques mois que je me dis qu'on devrait toujours être à minima autour de 25, peut-être 30 000, un peu avant, un peu après le halving. Après, comme d'habitude, je n'ai pas de boule de cristal, mais vu qu'actuellement, on est déjà à 26 000, ne serait-ce qu'aller chercher quelques milliers de dollars de plus un peu avant ou un peu après le halving, ça ne me paraît pas déconnant au niveau de ce que ça représente comme marchepied pour la suite. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si, mais il y a aussi on a aussi des news qui sont sorties ces dernières semaines, ces derniers mois, qui peuvent aussi expliquer en fait ce qui se passe si on arrive à lire entre les lignes. On a une news que vous avez entendue, c'est tout ce qui concerne les ETF spot qui vont arriver. Donc, je rappelle que les ETF spot, c'est des spots, c'est-à-dire c'est des ETF où l'actif est détenu, contrairement au futur. Donc, c'est-à-dire qu'il est backé par du vrai Bitcoin. Donc, il faut avoir des vrais Bitcoins pour vendre des shares de cet ETF. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui peut avoir une certaine, entre guillemets, pression acheteuse, mais pression acheteuse qu'on voit pas du tout sur le cours. Donc, peut-être qu'au final, la pression, il n'y a pas d'achat. Potentiellement, il n'y a pas d'achat. Donc, on peut corréler ça avec une autre news qui va être qu'on a appris il y a quelques semaines que on avait des groupes comme BlackRock en fait qui étaient actionnaires majoritaires dans 4 des plus gros mineurs américains, par exemple. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bitcoins qui sont minés, ils sont minés grosso modo par des sociétés détenues par BlackRock, et ça peut être aussi une façon de remplir les ETF à venir. Et donc, si on corrèle ça avec les ventes des mineurs
pour leurs opérations. Là, je disais que le coût du BTC est à peu près à 15 000, la rentabilité à 15 000. Et ben, si on maintient un cours au-dessus de 15 000, aux alentours de 25 000, eh bien, au final, on a un cours qui suffit à payer les coûts opérationnels et qui va, au bout du compte, permettre une accumulation d'un côté sans avoir une action sur le prix. Et on va avoir un peu la même chose que d'habitude, c'est-à-dire avec le halving, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On aura au final la supply qui va arriver, créer, qui va diminuer. Ça va prendre encore 4, 5, 6 mois à avoir ce fameux choc de liquidité et on va le sentir. Donc, moi, je pense que plus les choses sont différentes et plus elles restent les mêmes. Je pense que ça explique ce range infini et le fait que on se fasse chier. Et ça, c'est pas étonnant et en même temps, ça l'a été très souvent à chaque cycle entre guillemets. Et c'est toujours difficile d'acheter dans le rouge et les gens reviennent quand tout est vert. Donc finalement, il faut vraiment de la patience. Vous le savez tous. D'ailleurs, vous êtes patient puisque vous êtes là. Mais c'est pas dit qu'on vous traite pas de chanceux le moment venu où ça finira par repartir. Et je pense qu'on est à peu près un an, un peu moins d'un an, un peu plus d'un an de voir les choses s'emballer. Donc il faut juste être résilient, choisir ses projets, ne pas acheter de shitcoin en ce moment. Je crois pas que ce soit le moment. Il y aura le temps d'en acheter l'année prochaine. Mais voilà, miser sur des projets qui sont à peu près sérieux, qui sont même sérieux et qui peuvent générer des rendements. Moi, c'est ce que je regarde. Ouais. Et là, dans tous les cas, pour le marché crypto et pour Bitcoin, ce qui va potentiellement changer la donne, de toute façon, c'est l'acceptation d'un premier ETF. Et tout à l'heure, j'ai écouté un Twitter Space qui avait été proposé par Grégory Raymond avec Morgan Reicher, qui est avocate spécialisée dans tout ce qui est, si je dis pas de bêtises, société et lié aux crypto de près ou de loin. Enfin voilà, elle gravite autour de tout ça. Je ne sais plus pour quel cabinet elle travaille, mais bref, on s'en fout. Et elle disait à juste titre que eux, ils pensent que la SEC attend le dernier moment possible en fait pour accepter un premier ETF et que potentiellement elle n'a pas les moyens de indéfiniment refuser sans argument valable et notamment face à BlackRock. Et donc, cette personne, ils ont pris un pari tout à l'heure avec Grégory. Grégory pensait que d'ici décembre, on pourrait avoir un ETF accepté. Et je crois que l'avocate pensait plutôt au premier trimestre 2024. Donc, je pense que entre décembre et effectivement le premier trimestre 2024, avec en plus en ligne de mire le halving, les étoiles qui s'alignent en avril 2024, si les ETF spot ou même un seul faisait acte et qu'en plus le premier qu'ouvre la porte, c'est BlackRock, c'est un peu comme à l'époque quand Elon Musk a dit ça y est, j'achète du Bitcoin et Tesla accepte le Bitcoin. Ça nous ouvre entre guillemets les vannes, mais tout azimut. Et l'autre côté du spectre, ça serait que la SEC trouve un bouton rouge suffisamment important pour dire non, non, on ne vous accepte pas le spot, vous allez faire que des conneries si on vous accepte ça, de la manipulation à grande échelle et tout ça. Voilà, c'est les deux antagonistes. Personnellement, je suis assez curieux de voir comment ça va se passer tout en ayant en tête que je pense que le plan, c'est à peu près ça. Sous un semestre de plus, on risque d'avoir la première approbation d'un ETF spot, ce qui devrait derrière décanter un peu tous les autres et permettre d'avoir un cas de, entre guillemets, jurisprudence. Et ensuite, normalement, ça devrait plutôt pas mal se goupiller pour la suite. Après, on est toujours aussi dans cette attente pour les États-Unis, c'est ce qui me met toujours ce frein, d'avoir la Fed d'un point de vue macro, ce coup-ci, pas que lié à la crypto, qui continue de serrer la vis et qui veut continuer d'augmenter les taux et qui pivotera probablement qu'en 2024 désormais. Et là, le tableau historique a parlé, je me place toujours d'un point de vue statistique du côté des data, 13 ou 14 itérations sur 15, où à partir du pivot de la Fed, on s'est pris moins 10, moins 15, moins 20 sur le SP500. Et là, je ne pense pas que les cryptos avec un SP500 qui se prendrait un gros drawdown iraient
faire leur fête solo dans leur coin. Donc voilà, on en est Non, là mais dans la pour les réflexion. ETF, en tout cas, il y a, moi, de ce que j'imaginerais, donc bon, c'est en regardant dans ma boule de cristal, mais je suis assez d'accord avec l'avocate. Je vois bien une dernière petite manipulation de marché d'ici la fin de l'année, avec un peu le même mouvement qu'on vient d'avoir, hein. Les ETF vont être, c'est sûr que cette fois, ils vont être adoptés, etc., etc. Et au bout du compte, un marché qui pump un peu en décembre et qui finit par retomber comme un soufflet parce que on a finalement une décision qui est reportée une énième fois, qui permet en même temps de faire de l'oseille pour accumuler encore un peu plus pour les gros acteurs. Et lors du premier trimestre 2024, ou même voire du deuxième, ça commence à faire un peu long, peut-être le premier, ouvrir la vanne des ETF, préparer le halving comme ça, et puis avoir quelque chose qui commence à monter tranquillement. Euh, Monter tranquillement, sachant que sur l'action prix, l'ETF, ça peut avoir quand même, quand on regarde celui du gold, ça a déclenché un bull run de 10 ans, quoi, je crois, hein, quelque chose comme ça. Donc, Ouais. je ne sais pas si on aura le Après, même. dans le chat, il disait, est-ce que ça ferait pas plutôt le top de marché quand l'ETF sera adopté? En fait, tu as une possibilité, si ça a pré-spéculé énormément, genre je te dis une bêtise complètement au pif, mais imagine en 6 mois, là, de nouveau, on re-atteint l'ex-ATH. D'un seul coup, on a des insiders qui achètent, qui achètent, qui achètent, le Bitcoin qui nous fait des bougies verticales. Là, oui, probablement, tu aurais un top local de marché à partir du moment où la news arriverait officiellement et dirait ça y est, on a approuvé l'ETF et regardez, on est à 70 000, on va à 200 000. Ça serait ça le narratif. Et là, tu te fais exploser derrière. Ça, c'est clair et net. Personnellement, je pense que ça va se faire bien plus sournoisement que ça, entre guillemets, et à pas de velours. Et que c'est qu'à partir du moment où ils seront sur d'eux que la news va sortir. Le prix va prendre dans un premier temps quelques pourcents, allez, peut-être 10-15% sur une journée. Et ensuite, ça fera un peu comme on l'a connu au cycle précédent, escalier par escalier et ainsi de suite. Je ne pense pas que du jour au lendemain, on puisse rajouter 500 milliards ou 1000 milliards au marché crypto. Tu vois, ça ne marche pas comme ça. Non, mais en vrai, si on fait un scénario crypto, j'ai envie de dire habituel, qu'on a du mal à croire parce que c'est toujours le même, qu'on se fait toujours avoir, mais en vrai, c'est toujours le même. C'est les ETF sont annoncés en fin d'année, ça fait pumper le prix de fou, tout le monde y croit, tout le monde y croit. Finalement, ils sortent, un beau sell the news qui nous ramène à des prix vraiment corrects au niveau du halving. Tout le monde est dégoûté, ils ont fait l'oseille et après on remonte tranquillement, on accumule et puis il y a un moment où on appuie sur le bouton et là on fait partir un nouveau bull run et qui nous amène vers la fin d'année 2024, quelque chose qui repart. Et au bout du compte, on a recte un peu tout le monde en créant de la hype et en faisant acheter plus haut, en faisant de l'argent sur la hausse et sur la baisse. Et on arrive à un prix de halving, pas aux alentours de la TH, mais plus aux alentours de 40 000, 42 000, 45 000 à la rigueur, tu vois, quelque chose comme ça. Et puis après, une baisse, on revisite les 30 000 après le halving, et puis on remonte tranquille pour démarrer un bull run et on part, quoi. Et ça, c'est le scénario, j'ai envie de dire, basique qui se passe toujours, qu'on a du mal à croire, mais que je trouve qui fait sens parce que ça respecte le timing et en même temps, on a ce cycle de il y a de la news, on cède la news, on règle les leviers, etc. Et le peu de gens qui restent, ceux qui auront gardé leur Bitcoin à ce moment-là et autres, voilà quoi. Mais bon, c'est ma boule de cristal gauche et la boule de cristal droite peut dire exactement le contraire. Faut pas oublier aussi que là, pourquoi ça prend du temps et pourquoi on n'a pas d'énormes capitaux qui reviennent au marché crypto. Et finalement, on a vu aussi de belles performances, mais extrêmement concentrées sur le SP500 et le marché américain. C'est parce que le marché obligataire reste extrêmement désirable actuellement. Il y a des taux qui payent et qui vont payer encore pendant très longtemps. Et c'est exactement, je crois, que ce que disait Vincent Gann dans ses dernières émissions.
pourquoi venir se casser le cul, entre guillemets, et vulgairement parlant, sur le marché crypto, là, immédiatement, quand on a des fonds de gestion comme justement BlackRock, mais eux qui sont en train de faire un peu le jeu inverse et de venir au marché crypto, puisqu'ils sont déjà bien trop implantés et bien trop imposants sur les marchés traditionnels. Donc, eux, c'est la petite touche de risque qu'ils viennent chercher en sens inverse au marché crypto. Mais pour un fonds traditionnel qui n'a pas forcément foncièrement envie immédiatement de mettre 1, 2, 3% de ces centaines ou de ces milliers de milliards dans la crypto, eux, ils vont sur l'obligataire et ils ramassent leurs 5% en ce moment qui tombent là sans arrêt et tout va très bien. Donc, tant qu'on n'aura pas eu un véritable pivot de la Fed, est-ce qu'on peut bénéficier, nous, de ce sursaut du côté du marché crypto? J'ai quand même un doute. Je Ouais, sais je pas. pense pas non plus. Non, je pense pas non plus. Je pense qu'on est encore quand même assez corrélés et qu'il faut pas non plus trop rêver. Et il y en a qui parlent de possible Black Swan, genre récession, genre des choses comme ça. Le pivot, en règle générale, ça éclate un peu les stocks, tout ce qui est risk-on. Donc au final, ça éclate aussi un peu la crypto. Donc je pense qu'au final, on reste dans notre stratégie de time capitulation. On finit par ne plus en pouvoir, on tient comme on peut. On essaie de pas trop trade parce qu'au final, c'est même pas, je suis même pas sûr que ce soit, je sais pas si parmi vous, il y en a qui trade, mais je suis même pas sûr que ce soit vraiment hyper rentable. Les moves Bah là, sont un peu les erratiques. posts que j'ai vus passer récemment sur le crypto Twitter FR de ceux qui tradent un peu plus actifs, j'ai vu que des gens se faire rect ces temps-ci. Donc, Ouais. ça n'a pas l'air d'être la joie. Ouais, puis en plus, avant chaque mouvement, il y a le mouvement inverse, etc. Donc, il y a quand même vraiment moyen donc, Ouais, de, 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 compliqué. de se faire chier. Bon, je suis content de ne pas être trader dans ce genre de situation. Nous, on l'a souvent dit, le DCA, spotter les projets, etc. C'est quand même, à mon avis, le plus rentable. J'ai vu passer aussi deux, trois petites questions. Alors oui, peut-être que effectivement, l'airdrop de Connext, il est loqué un an. L'idée, c'est aussi que ça évite de dumper dans un marché où il n'y a personne et où il y a peu de liquidité. Mais réfléchissez bien quand même avant de dumper vos airdrops. Ça dépend des airdrops. Bien sûr, il y a des airdrops où on ne se pose même pas la question. Mais aujourd'hui, même un airdrop qui vaut 200, 300, 500 balles, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le dumper si le projet vous paraît legit pour 500 balles, alors qu'en fait, il y a des tokens qui. Alors, je vous rappelle qu'en bull market, pour ceux qui n'ont pas connu, il y a tout qui monte, hein, mais vraiment tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Enfin, sauf vraiment les projets qui sont déjà morts et qui ont déjà eu leur bull run, mais ceux qui n'ont pas eu en règle générale, ils finissent par monter. Donc voilà, là je lis le syndrome PSP. Je ne suis pas sûr que le syndrome PSP, on puisse l'avoir en bear market. En bull market, on l'a, mais après, si, le token peut tomber à zéro. Vous pouvez aussi le vendre pour le racheter plus bas, etc. Mais dans l'absolu, peut-être que le mettre dans un coin peut ne pas être une mauvaise solution et donner de bonnes surprises, surtout si 300, 400 dollars pour vous, ça ne va pas changer la tronche de votre bague. Après, ça dépend bien sûr de votre capital. Ouais. Et après, pour les questions, est-ce que vous pensez que machin va monter ou machin va descendre? Enfin voilà, ça fait longtemps qu'on répond plus à ce genre de questions. Ou même, je ne sais pas si on y a répondu un jour tout court, mais comme on dit souvent, la seule chose sur laquelle on peut vous aiguiller, c'est est-ce que vous investissez par conviction dans un projet ou juste en jetant une pièce en l'air? C'est là toute la question. Si vous pensez qu'un projet, même qui a fait moins 98% sur son token, peut se relever et faire un gros bull run, il y en a au cycle précédent qui nous ont dit qu'ils croyaient fort en ADA Cardano. On a été les premiers et souvent Marc à être assez véhément autour de ADA Cardano avant même le dernier cycle. Il s'est relevé de son moins 99% et il a fait un x10 ou un x15 supplémentaire derrière. Donc après, tout peut arriver. Hein. Je veux dire, on peut avoir de l'espoir dans tout et n'importe quoi. C'est à partir de là. Mais bon, moi, je pars du principe que ce qui est arrivé sur 2017, puis 2020-2021, c'était assez spécifique à ces deux cycles-là. Là, on rentre dans un cycle de la maturité des institutionnels bien assis à la table. Est-ce que eux, ils vont faire pump tout et n'importe quoi, ou est-ce qu'ils vont se concentrer sur les gros dossiers? Et c'est les particuliers toujours qui feront un peu pump tout et n'importe quoi. Il va falloir quand même être un peu plus sélectif, je pense, désormais. Et Oui, moins ça, YOLO, c'est vrai. pépé, mémé et machin dans les orties, quoi. Alors, il y a aussi un truc, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Donc, effectivement, tout ne pump pas en bull run. Les shitcoins qui ont déjà fait des pumps, c'est assez rare
qui reprennent du poil de la bête. En règle générale, ils ont un petit soubresaut, c'est le moment où il faut s'en débarrasser, etc. À part peut-être les vieux de la vieille, comme tu l'as dit, Ada Cardano, XRP, etc. Mais bon, il y en a d'autres, Neo, EOS, ils n'ont rien fait, quoi. Même Litecoin, il a rien fait du tout. Ouais. Donc ça marche pas forcément. Mais des fois, voilà, de toute façon, c'est dans votre wallet, c'est mort, c'est à moins 99%. Vous n'allez pas le vendre pour acheter une sucette, donc autant regarder pumper si jamais c'est le cas. Euh, donc ça c'est une première chose. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais dire je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, tout ne pumpera pas, mais la plupart des choses pumperont, ça vous en êtes sûr. Disons que on peut être. Enfin, c'est vrai que quand il y a un moins 90, voire moins 95, voire plus, après tu te dis perdu pour perdu. C'est comme l'expression, comme on dit, c'est pas quand tu t'es chié au froc qu'il faut serrer les fesses, quoi. Mais le- on en a Ça, tous eu, je veux dire, des moins 98 qui sont restés collés au fond de la couche culotte du bac précédent. On en a tous eu et c'est quelque chose qui arrive. Après, là où je veux en venir, c'est que si vous avez un bac où vous avez à peu près bien géré et que vous êtes à moins 30, moins 40 ou des trucs comme ça en bear market, vous avez toutes les chances, entre guillemets, si c'est des dossiers solides, de revoir à minima votre point de neutralité d'argent d'ici le prochain bull run. Ça, je veux dire, dans le marché crypto, c'est quelque chose qui peut tout à fait s'entendre. Après, quand on commence à rentrer dans la dead zone du moins 90 et encore plus si on dépasse le moins 95 à moins 99, où c'est des ratios qui sont totalement aberrants, je crois qu'il faut faire plus 5000% ou je sais plus combien pour rattraper. Si c'est pas beaucoup plus encore, j'ai plus les chiffres en tête. Là, effectivement, il y a beaucoup de chances que vous ne revoyez pas votre investissement initial. Mais bon, ça fait partie du processus de tous les altcoins. Et encore, comme on le disait tout à l'heure, il y en a quelques-uns qui ont défrayé la chronique. Mais bon, c'est pas garanti, c'est pas tous. Et plus le temps va passer, à mon avis, moins il y aura de ces alts à moins 90, moins 99 qui arriveront à totalement se relever de cycle en cycle. Il y a bien un jour où, au contraire, ça va totalement épurer. Bon, après, on disait ça déjà avant que ça épurerait et ça n'a rien épuré du tout. Mais bon, voilà. Ouais. C'est, Bon, et sinon, si pour les traders qui nous regardent, si vous êtes mort d'ennui ou avec des toiles d'araignée sur vous, vous pouvez toujours aller jouer au casino. Enfin, il y en a qui sont allés jouer au casino parce que forcément, c'est peut-être mieux de parier sur sa meilleure équipe ou sur la couleur du string de la dernière starlet à Saint-Tropez. Mais malheureusement, ça s'est pas non plus très bien passé parce que je sais pas si vous avez vu, c'est à UCM, mais on a le casino Crypto Stake qui s'est fait hack aujourd'hui. ouais. La première fois que j'ai regardé, il y avait 23 millions. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait 60 millions. Ça commence à piquer. Donc, Mais si en vous plus, êtes... j'ai pas compris parce qu'ils ont été prévenus relativement tôt en amont et ils ont coupé qu'une fois qu'ils étaient à moins 40 ou moins 45 millions. Donc, soit Ah c'est ouais. le plus gros rug interne jamais vu en mode ni vu ni connu, mais voilà. Où là, il y a un vrai problème de gestion de sécurité, ou enfin, je sais pas, très, Bah, très, ça, très après, bizarre. on retrouve en vrai les mêmes problèmes que sur des Celsius, sur des FTX, quand on a en fait des, des protocoles qui sont custodiaux, quoi. Donc, vous détenez pas vos cryptos, vos clés, et donc vous déposez vos clés. J'ai presque envie de dire que sur ce genre de... Alors, moi, je suis jamais allé jouer, donc je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais si ça fonctionne un peu comme un exchange centralisé, limite, c'est un truc où vous envoyez vos fonds, vous jouez et vous les retirez, quoi. Les laisser dessus, a priori, c'était pas une bonne idée. J'espère que il y a pas trop de gens parce que je sais que gambler en bear market c'est assez tentant, mais il faut pas le faire ou avec des petites sommes bien sûr. Et donc au bout du compte, j'espère qu'il n'y en a pas qui ont trop perdu ici. Mais bon, souvent on n'a que des investisseurs. Mais voilà, on critique souvent les DAO, les protocoles décentralisés pour leur manque de réussite dans une totale décentralisation. Mais au final,
quelque chose de centralisé, des fois, est plus risqué. Et d'un autre côté, on a aussi d'autres protocoles qui se veulent totalement décentralisés avec des smart contracts immutables. Et il y en a un qui s'est fait hacker, je crois, aussi hier ou avant-hier, qui s'appelle Ajna. Ajna, qui est un protocole de DeFi et qui a aussi des smart contracts immutables et qui a réussi à être exploit. Il n'y a pas encore eu le post-mortem, mais voilà. Donc, au final, on est un peu cerné de toutes parts. Et c'est souvent pour ça que vous nous entendez dire en bear market, bon, faire bosser de l'Ether, faire bosser du Bitcoin, faire bosser du stable, c'est pas non plus une mauvaise idée. Investir dans des cryptos et les garder dans son wallet, c'est pas non plus une mauvaise idée. J'ai vu que tu avais tweeté aujourd'hui, CM, la différence entre prendre 3% sur son livret A et prendre 5 ou 6% sur du stable. Effectivement, on peut se poser la question, alors pour des sommes, on va dire en dessous de je sais pas combien c'est, 30 000 de livret A, 26 000. Ouais, ouais, dans ces eaux-là, ouais. Et donc ça vaut peut-être effectivement pas forcément le coup de le foutre en crypto pour le mettre à bosser à trop cher parce qu'effectivement, ça peut être compliqué. On peut perdre aussi des sous comme ça, même si on veut se hedge contre l'inflation, quoi. Même si après, il y a des moyens de faire plus. Hein. Mais, euh, mais voilà, il y a aussi des impôts pour tous les francophones français qui nous écoutent, etc. D'ailleurs, j'ai été curieux de voir ton avis parce qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a envoyé sur. Bon, je vais le citer, mais on ne va pas détailler comment y aller parce que ce n'est pas du tout le but. Et clairement, je ne vous encourage pas du tout à aller vers ça parce que même moi, j'y toucherai pas avec un bâton. Mais il y a des gens qui se font des 15-20% là, en stablecoin, voire plus actuellement sur Kyber et sur Ouais. du stablecoin en pool. Et d'où il est où le loup en fait? Il y a 400K de TVL. C'est quoi le bail? Bah, s'il y a 404 TVL, il est là le bail, quoi. Dès que, Ouais, au final, c'est que. Alors après, je sais plus comment c'est incentivé. Bon, après, ça peut être incentivé en token, donc c'est du dump, c'est du liquidity mining ouais, on est d'accord. normal. Après, ça peut être aussi. Kyber, ils ont je pense qu'aussi, ils n'ont pas un si mauvais routing que ça. Donc, ils doivent récupérer quand même du swap un petit peu. Donc, il y a peut-être aussi un peu de frais pour les LP qui jouent dedans. Mais dans l'absolu, c'est quelque chose qui baisse très vite dès qu'il y a de la liquidité qui rentre. Et si tu me dis qu'il y a 400K, bah, il suffit qu'il y ait un gars qui dépose 1 million et voilà, ton truc il s'écroule. Et s'il y a 10 millions qui sont déposés, bah, tu retournes à des APY qui sont normales de Mmh. 3-4%. Surtout sur Voilà. une paire stablecoin. Au début, j'avais regardé que d'un œil. Je pensais que c'était un token normal VS stablecoin, mais en fait, là, c'était deux dérivés de stable. Du coup, je me suis dit, what the fuck? Après, il y a moyen il y a des protocoles qui envoient du lourd hein, sur du stablecoin. Je me rappelle, attends, c'était quoi le. Alors moi, j'y suis pas allé parce que c'est un truc qu'il faut manager après comme l'huile sur le feu, quoi. Ça s'appelle. Ouais, c'est tout sauf safe. Tout à l'heure, je parlais du livret A. Il y a des gens qui disent, oui, on fait du 15% ultra safe. Ouais, Bah, t'as des trucs par exemple comme l'USDR, tu vois, qui est un stablecoin, c'est tangible, je crois, qui est backé par genre du real world asset. Genre de l'immobilier, des choses comme ça. Bon, bah, moi j'avais été regardé, j'ai pas vu l'immobilier où est-ce qu'il était. Les retours étaient assez gueudins. On avait du 38% sur des poules de stablecoin. Et puis ça, pour le coup, là, ça durait. Il y avait de la liquidité. Hein. Euh, donc ça durait un petit peu et ça fait plusieurs mois que ça dure, etc. Mais à mon avis, je ne sais pas comment ça finit. Il y a un audit, mais c'est un audit des contrats qui sont assez simples. Et il n'y a pas d'audit, par exemple, sur la partie qui back tout ça. Donc c'est un peu dommage, mais il y a quand même 73 millions. Là, je regarde 73 millions de TVL. Donc c'est pas non plus négligeable. Après, bon, c'est un peu complexe. Il y a des trucs avec leurs tokens, etc. Moi, j'ai pas été, par exemple, parce que dès que c'est trop beau pour être vrai, voilà, là, ils ont déjà changé une V2 pour une V3, etc. Machin. Donc, bon, je sais pas trop, mais il y a des pool curves, il y a moyen de faire, de déposer en pool, de faire de l'oseille. Après, c'est risk management, quoi. Mais c'est un truc où vraiment, enfin, le jour où il faut être sur Twitter H24 et le jour où vous voyez un truc, bah, soit il est déjà trop tard,
soit voilà Ouais, quoi. donc on Après, est je à crois pas que des ce soit. années-lumière d'un truc à la livret A, on est d'accord. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on joue pas dans la même cour avec ce genre de choses. On est sur un truc où c'est plus, tu sais, tu mets du poids sur un fil et puis tu rajoutes et il y a un moment le fil il casse toujours parce qu'il y a un moment c'est toujours trop lourd à soutenir, tu vois. Nexo 10%, Nexo, je mettrais pas mon argent chez eux. Pareil. Il y a trop de red flags, même 10%, il y a trop de red flags, il y a trop de liens chelous. Enfin, le truc, ça part de Et Bulgare. comme disait quelqu'un dans le chat et aussi en commentaire sur Twitter, je crois, la question peut même se poser pour le petit rendement du STETH, hein. Est-ce que vous voulez garder vos ETH à part ou les convertir sur du STETH pour gratter 4 à 5%? La réponse vous appartient, mais à partir du moment où vous convertissez vos ETH en STETH, vous rajoutez une couche de risque. Donc, ça, c'est Ça, il y quelque a des chose gens qui qui peut. le prennent, le risque, il y a d'autres qui le prennent pas. Après, ouais, en ce moment, genre, même en faisant des boucles et tout, tu tapes pas grand-chose, hein, tu tapes du 4,5, 5% sur des boucles de STETH, hein, donc des boucles qui font quand même qui sont quand même sympathiques, même sur des trucs automatisés, etc. Donc peut-être un peu plus, peut-être j'exagère, peut-être. Ouais, je sais même pas. Ouais, du 5%, ça doit faire 5-6% en boucle, un truc dans le genre. Donc au bout du compte, voilà, à savoir ce qui vous, ça vous fait. Ça, c'est le genre de risque que moi je prends, perso. Donc, Yep. Merci mais Frilanco, j'avais pas vu qu'il avait ouais, balancé 10 abos. Merci beaucoup. Au top. merci pour la commune. Et Euh, il y avait quelqu'un qui disait et Cosmos 18% de rendement. Ben Cosmos c'est très bien, mais ton 18% de rendement, tu as des gens qui au fur et à mesure le vendent. Donc après, il faut regarder l'action de prix, quoi, tout simplement. Après, l'écosystème Atom Cosmos, nous, on le soutient tout à fait. Personnellement, c'est même à ce jour, pour être tout à fait transparent, un de mes plus gros bags. Je crois le troisième d'ailleurs en termes de répartition de crypto. Peut-être le quatrième, j'ai plus le truc en tête exact. Mais voilà, 18% de rendement, ben, tu rentres avec 10 000 euros, tu vas faire 1800 euros par an. Mais si dans le même laps de temps, les 10 000 que tu avais mis, ils ont pris moins 90%, tu vas mettre longtemps à récupérer ton flouze, hein. Donc, Après, c'est les stratégies. En fait, ça, c'est vraiment un truc pour réfléchir au début. C'est-à-dire, est-ce que tu veux accumuler un actif volatile et à ce moment-là, tu regardes pas le prix puisque tu sais que même si à court terme, il a tendance à fluctuer, baisser, etc., tu t'éboulis sur cet actif-là, donc tu en accumules. Après, sur des stratégies qui sont plus en stablecoin ou même en actif volatile, mais où tu veux garder, entre guillemets, ne pas t'exposer à la volatilité ou à l'inflation. Si tu as l'actif en portefeuille sans stratégie, en fait, non, c'est pas possible. Il faut absolument mettre des stratégies par-dessus, des stratégies, je sais pas moi, de hedging, des stratégies de leveraging, du farming, plein de trucs comme ça, et qui fait que c'est un peu plus compliqué et que ça demande voilà du monitoring qui est un peu vénère. Euh, et, euh, et, donc voilà, et bon, les solutions pour ce genre de choses arriveront dans quelques semaines. et après, Mais, oui, il y avait Fruit de la Passion qui disait t'es pas obligé de vendre tes rewards de Atom, bien évidemment. Même le but derrière, si tu es là pour longtemps, pour 2-3 ans, c'est de restake absolument tout ce que tu touches en reward. Mais le truc derrière, c'est que tu fais un énorme pari sur l'avenir, en fait. Parce que ceux qui ont gardé leurs atomes, qui n'ont pas pris de profit et qui continuent de restake en boucle, croisent bien les doigts pour que ça remonte derrière, quoi. bah, C'est là toute moi la question. je peux te donner un exemple concret. J'ai vu passer au début quelqu'un qui demandait concernant Kidao, Chidao si le mai son stablecoin allait repeg et tout. Donc il y a eu les problèmes avec multi-chain. Donc pour le repeg, on va voir. C'est pas ça va prendre du temps, mais on va voir déjà ce qui se passe avec le bridge. Mais moi, par exemple, c'est un pari que j'ai fait où j'ai farmé depuis le début du bear market du TDAO que j'ai pas vendu en me disant ça vaudra plus cher quand je finirai, quand on sera en bull market. Pour l'instant, le pari est totalement perdant.
puisque j'ai dû commencer à farmer un truc qui valait, je sais pas, 20 centimes, 25 centimes à un moment, et là qui doit en valoir 2. Donc, alors, c'est du farming, donc ça me dérange pas trop parce que c'est le revenu, entre guillemets, qui est pas aussi bon qu'espéré. Mais si on met de côté l'histoire de DPEG, mais au bout du compte, pour l'instant, il s'avère que le capital alloué à cette stratégie aurait pu être alloué à une autre stratégie et ça aurait été beaucoup plus rémunérateur. Après, le projet n'est pas mort, en l'occurrence, par exemple. Donc ça veut pourquoi pas dire que ce farming il continue et au bout du compte, si le token reprend sa valeur, voilà, ça a marché. Je le mets à l'écran et du coup, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais on avait Corne9980 qui nous dit qu'il est bénévole chez les Restos du Cœur et qui nous encourage à faire un don pour les aider. Il met pas de lien sur le site officiel et si vous souhaitez faire un don, bah voilà, le message est passé. Personnellement, après la fin de l'émission, bah, j'irai faire un don, tu vois, c'est bon d'y penser de temps en temps. D'autant plus que je crois que j'ai vu passer aux infos aujourd'hui qu'il y a eu des camions qui ont été vandalisés et ce gratuitement pour des sommes assez mirobolantes d'ailleurs. Donc ça sera, voilà, le message est passé. Et je crois qu'on a même vu le président de l'association passer à la télé et dire que c'était vraiment la merde et que limite dans 2-3 ans, il n'y aurait plus de Restos du Cœur, sachant qu'en plus, on est dans une période où effectivement les Restos du Cœur doivent accueillir, à mon avis, de plus en plus de monde avec Ouais. la vie Après, c'est vrai, qu'augmente, nous, dans la crypto, on a tendance à pas regarder à la dépense pendant qu'on est en bull run, en mode les rois du pétrole et tout ça. Je sais très bien que d'un point de vue communautaire, autant que pour nous, créateurs de contenu et tout, on a tout qui se resserre énormément au niveau du portefeuille au moment du bear market et où il n'y a pas de solution miracle, on perd tous de l'argent hein, pendant ces périodes-là où on est comme vous tous, quand le Bitcoin il passe de 70 000 à 15 000, on n'a pas de recette miracle pour ceux qu'on a gardés en portefeuille, ne pas les voir s'effondrer sur eux-mêmes, mais pour autant, on y croit au long terme. Donc voilà. Après, c'est à tout à chacun de la même façon qu'on a investi, de faire des donations pour ceux qui vous tiennent à cœur. Là, aujourd'hui, c'est un message pour les Restos du Cœur comme ça, puisque j'ai vu passer ça dans le chat et que malgré tout, pour ceux qui sont en France, je pense que c'est une des associations qui à ce jour fait le plus pour les personnes qui sont dans le besoin ou une des associations, hein, puisqu'il y en a bien d'autres et pour plein de sous-domaines. Mais voilà, je pense que ça valait le coup de le mettre en avant pour ce soir. Et Je viens d'aller voir sur le site, les Restos du Cœur n'acceptent pas les dons en crypto pour le moment. ouais, c'est dommage. Et c'est dommage parce que, pas que ça nous empêche de donner, mais que ça fait un moyen de plus pour collecter des fonds. Et ça, c'est pas Tout si à fait, mon compliqué, cher Manu. pas si compliqué à faire que ça. Et puis bon, plutôt que de perdre ces cryptos sur un hack de casino ou au casino lui-même, au final, au final, euh, au final, faites un don. Voilà. Ouais. La crypto, ouais, l'UNICEF, je crois. La Croix-Rouge, je ne sais plus si on fait. S'ils font des photos, peut-être, ouais. Moi, je J'essaie trouvais, il y a eu un peu de, il y a un peu sur Twitter de la, euh, du FUD. à quoi on voit qu'on se fait chier. Franchement, je sais pas comment il est votre Twitter, mais moi, j'ai un nombre de gens aigris sur Twitter qui est assez, alors, de toute nationalité, hein, je vous rassure, mais qui est assez incroyable. Donc, je pense que quand on se fait chier, bah, on cherche quelque chose à faire. Et donc, je vois qu'il y a pas mal de phrases qui parlent, de choses comme ça. Et je pense que ça peut être intéressant d'aller regarder des petits tokens à droite, à gauche, et puis rester prudent, quoi, j'ai envie de dire. Quoi. Alors, j'ai pas mis IGLD ni rien, mais voilà, c'est important à connaître et puis ne faites pas partie Maintenant, vous êtes des vieux, vous n'êtes pas parmi les nouveaux arrivants, donc vous pouvez, euh, vous pouvez faire attention à vous et pas vous faire avoir encore une fois. Quoi. Soyez, soyez les plus malins cette fois-ci. Après, on dit souvent IGLD, machin, enfin, ou peu importe n'importe quel autre token.
Mais il ne faut pas oublier que sur le dernier bull run, IGLD, ça a été dans le top 3, si je ne dis pas de bêtises, des meilleures performances. Ah, Donc, à clairement. partir du moment où tu as des gens qui sont rentrés quand, entre guillemets, tout le monde s'est mis à en parler, et j'ai très bon souvenir que les Ouais. deux plus gros créateurs de contenu, slash, comme aiment bien nous appeler les gens influenceurs, on a été sur le pont dans les premiers à dire ah, regardez, il y a un projet qui est en train de se monter, ça peut faire quelque chose, etc. J'ai un de mes confrères qui l'a poussé encore un peu plus derrière parce que voilà, ça a bien fit au niveau de cette phase de marché. Il y a des gens qui se sont fait mais des sommes astronomiques avec IGLD et qui ont pris des profits en cours de route, etc. Mais, Est-ce que derrière, ça en fait une merde absolue le truc moi, parce je qu'il y a pense des gens pas. qui les ont juste hold? Après, c'est bien facile à chaque fois de dire ah ouais, mais IGLD maintenant il est à moins 90, AAV il est à moins 95, machin bidule. Les gars, AAV au cycle précédent il était à moins 98, si c'est pas moins 99 quand il s'appelait ETH Land. Il y a des personnes qui l'ont acheté à ce moment-là et qui l'ont vu monter à 500 $ et qui se sont fait aussi des couilles en or. Donc, c'est bien beau à chaque fois de voir juste la partie de la descente au cours du bear market et de qualifier des projets que vous encensiez au moment du bull run à dire ça y est, c'est la nouvelle révolution quand le token était à 500 $. Et une fois qu'il est plus qu'à quelques dollars en bear market, vous dites c'est de la merde de chien. Au bout d'un moment, faut être un Bah, minimum moi, aligné je me aussi avec rappelle, ce. Voilà. IGLD, sincèrement, euh, là, tu vois, je rigolais avec AAV. En plus, on a un graphe tronqué parce il était pas sur la bonne période. Il a été listé beaucoup plus tard et il y a eu le switch lent ou AAV. Mais ça fait partie des deux tokens avec IGLD dont on a parlé les premiers sur le Discord. Donc, on était en décembre 2020 quand on en a parlé, je pense, même un peu avant. Non, 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 ouais, même avant. Non, non, on en a parlé avant. Et moi, je me rappelle du prix du IGLD, c'était 80 centimes à l'époque. Alors, c'était avant qu'il switch, donc je ne sais pas le multiplicateur, je ne me rappelle plus si c'était 100 ou 1000. Euh, mais donc, en fait, on en a parlé à 80 centimes, donc peut-être ce qui représentait 8 dollars, si c'est un facteur 10. Ah, je ne sais plus. Mais en tout cas, on était au plus bas. Et AAV, pareil, si on commençait à en parler, il était à 5 dollars, 10 dollars. Donc après, tout est une question de temporalité. Et il y a des tokens dont on a parlé, dont on parlera aussi, et qui seront encore pas trop chers pour le prix qu'ils auront beaucoup plus tard. Après, donc voilà, l'important, c'est cette temporalité au final qui est importante. Et, et regardez, voilà, il n'y a pas que les vestings des investisseurs, des choses comme ça. Il y a au final aussi le fait de la longévité d'un produit. Effectivement, bah, il y a souvent des tokens qui peuvent dumper parce que le projet n'est pas mûr. Et il y a des tokens aussi, le projet, bah, il végète pendant des mois et puis finalement, il finit par trouver son public. Et même s'il est chill, j'ai envie de dire, il y a toujours un moment où il y a moyen d'être en profit et de prendre ses profits. C'est aussi ça. Mais En comme ça tout cas, reste un jeu. voilà, c'est juste pour faire la petite rétrospective parce que tout le monde a un avis sur tout le temps sur les réseaux sociaux, mais là au moins ça permet de mettre les choses au clair. Quand après tu as des gens comme ça qui en bear market te disent il y a X ou Y projets qui sont à moins 95, c'était un scam, alors qu'il y a tout le monde qui s'est triple goinfré pendant tout le bull run. Je sais pas, au bout d'un moment, voilà, faut arrêter de tout le temps essayer de rejeter la faute soit sur les projets, soit sur les autres, soit sur. C'est assez fou hein, comme mentalité, mine de rien, mais bon, après, comme on le disait en intro, et ça sera peut-être aussi notre outro de live, Ouais. c'est que sur vos convictions et après avoir épongé suffisamment de déceptions potentiellement sur des projets ou des trucs que vous ne compreniez pas forcément, qu'à terme, vous allez investir aussi dans des trucs que vous comprenez et dans lesquels, ce coup-ci, vous avez des convictions. Et ça, je veux dire, même nous, on a fait ce cheminement. On essaie de le faire d'autant plus au fur et à mesure que les années passent. Je pense que là, depuis 2022, tous les projets dont on a parlé sur la chaîne régulièrement ou non, il n'y a pas eu de grosses casses, en tout cas, ou de trucs. Enfin, en même temps, en bear market, il y a moins de projets, mais forcément, c'est aussi représentatif de la période de bull run où il y a tellement de projets, tellement de trucs à traiter au quotidien
que sur l'immense masse qui vient à se présenter à nous, il n'y aura pas que des gagnants, il n'y aura pas que des projets vainqueurs. Et même quand il y a des projets extrêmement vainqueurs comme Elrond, pendant quelques mois, une année, 2 ans, il y a des personnes qui se font des fortunes et qui n'arrivent pas à en extraire quelque chose et qui retournent au cours du bear market avec quasiment zéro. Donc, c'est tout un ensemble de considérations à prendre aussi de votre côté, hein, en adéquation avec votre plan d'investissement. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile après de voir un peu le comportement de certaines personnes qui même étaient fans d'un projet quand tout montait et commencent à devenir des anti assez virulents pendant le bear market. Et c'est comme ça, je pense. Mais bon, c'est Ah, c'est à dur, mon avis, voilà. c'est dur à traverser, hein, c'est vrai. Après, voilà, ça reste un jeu à somme nulle. L'argent que gagnent certains, c'est d'autres qui le perdent. L'idée, c'est d'être plus malin, d'être early. Moi, si je peux donner un conseil que j'ai appris sur le cycle précédent, c'est que si en 2019-2020, je n'avais fait que acheter les tokens que j'ai achetés à l'époque et que je m'étais juste assis sur mes mains pendant 2 ans, au final, excusez-moi, mon bull run, il aurait eu une toute autre gueule. Et ça, c'était vraiment un truc pas compliqué. Et je parle même pas de trading ou quoi que ce soit, hein. Je parle plus d'aller-retour, de petits pumps, je vends, je repars sur autre chose, etc. Alors qu'en vrai, j'avais fait des paris qui étaient bons. Et je peux les citer, hein. Ça peut être des paris gagnants, ça peut être bah voilà, Elrond, ça peut être AAV comme on a dit, des paris perdants, ça peut être par exemple Matic. Matic, moi j'ai dû acheter ça à 1 centime et le revendre après un x5 à 5 centimes. Et le truc est monté à 250 $. Je me serais assis sur mes mains. C'était Manu milliardaire, comme écrit Keza. Mais voilà. Et donc ça, voilà. Prenez vos convictions et potentiellement gardez un peu de stable pour plus tard, mais asseyez-vous sur vos mains. Profitez de la vie comme on a. J'espère que vous avez profité de l'été. Et puis passez nous voir toutes les semaines pour qu'on s'en paye une bonne tranche quand même, quoi. Matic 250, effectivement, je pense que c'était pas 250 Matic. Non, 2,50 $, excuse-moi. Sinon, effectivement, ça faisait. Non, mais même 2,50 $, tu vois, Mais par j'avais contre, vraiment acheté 1 centime, quoi. pour la petite anecdote de Matic, j'en avais parlé pas les débuts de la chaîne, mais avant le bull run, ça c'est sûr. Et il y avait un gars qui m'avait envoyé un long mail. C'était quelqu'un dans les îles et tout ça. Il avait mis 15 ou 20 000 euros, ou je ne sais pas quelle était sa devise. Je crois que c'était euros parce que c'était des îles qui sont affiliées à l'État français, si mon souvenir est bon. Et il s'était fait 2 millions sur Matic. Donc en gros, il m'a envoyé un mail en plein pic du premier pic du bull run, donc avril 2024 à peu près, pour me dire, bah voilà, j'ai mis mes 15-20 000 euros, j'ai fait 2 millions et je vais prendre ma femme, mon gosse et on va avoir la belle vie. J'ai dit, bah écoute, au moins ça arrive de temps en temps à quelqu'un, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est clair que voilà, ça reste un coup de chance, quoi. Qui aurait mis au bon C'était endroit même au pas de bon la moment? chance. C'était même Ouais. pas de la chance. En plus, rappelle-toi, CM, parce que pour les anciens qui étaient là, c'était l'époque où AAV allait être déployé sur Matic et on l'a su des mois avant que ça allait se faire. Et donc, on a commencé à acheter du Matic, à l'accumuler. Et en fait, ça a mis beaucoup de temps à démarrer, même après qu'AAV soit arrivé sur Matic. Et après, il y a eu cette histoire de liquidity mining qui a bien duré 2-3 mois. Et c'est là où il y a vraiment eu plein de trucs qui sont arrivés, que le réseau a explosé. Et donc, en fait, c'était totalement prévisible. Et c'est-à-dire pour vous dire qu'au final, même avec l'inside, qui était un inside un peu collectif, et, euh, et voilà, on va dire le manque de conviction, d'expérience a fait que, que ça a été, que ça n'a pas été aussi bien, quoi. Ça reste un x5, hein. Moi, je me rappelle, j'avais mis 5 000 $, je crois. C'était une bonne partie de mon bag et j'étais sorti à x5. Et au final, tu fais le calcul, hein, si j'ai fait 25K quand il était à 5 centimes, je te laisse imaginer à combien il aurait été à 2,50, quoi. Mmh. Bah, Wow. comme me le disaient après des personnes dans le chat là, effectivement, le but, c'est pas de balancer de l'argent sur les tokens dont nous on parle. D'ailleurs, on n'a Non. jamais encouragé qui que ce soit à le faire.
Mais là, c'était un retour où la personne a pris ce risque-là. Et en fait, c'est un quasi all-in parce que je crois qu'il a quasiment pas diversifié derrière. Donc, en gros, il a vu passer ce truc-là. Il a fait ses recherches un minimum derrière parce qu'il avait l'air quand même d'avoir un peu jaugé d'autres altes et tout ça. Et il a mis son argent au bon endroit au bon moment. Donc, en fait, il y a à la fois un bon timing, il y a le coup de chance que derrière le truc, il monte comme une fusée. Et voilà, c'est pour ça aussi que je le précise bien au moment où j'en parle. C'est un coup de chance et une success story de transformer 20 000 euros en 2 millions, mais ça arrivera à une personne sur peut-être 1 million, justement, qui Ah bah non, investit dans mais le marché crypto. ces 2 millions, il les a pris à quelqu'un. Et ces 2 millions, ils manquent aux gars qui l'ont acheté à 2,50 $ le Matic. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de création monétaire. Hein. Donc l'idée, voilà, on peut jouer au loto, gagner de temps en temps, mais ouais, voilà, tu vois, tu me dis, ça fait 1,2 million, bah voilà, bah tu vois, j'ai pas été assez patient. Donc moi, mon conseil, c'était pas pour vous dire de faire des all-in sur des shitcoins ou même des tokens qui ont l'air bien, mais de pas être trop pressé, de bien gérer votre temps et que des fois, bah voilà, que même quand on juste s'assoit sur ses mains, au final, c'est déjà faire quelque chose, quoi. Et en prenant un exemple qui peut-être parlera plus à plus de monde, parce que Matic, bah voilà, ça reste Matic. Enfin, c'est déjà un peu plus loin dans le market cap. Mais pour un exemple qui là va parler à tout le monde, si on reprend cette base de 20 000 euros, alors c'est déjà beaucoup d'argent pour beaucoup de monde, hein, je dis pas le contraire. Mais par exemple, Ether, quand il était à 80 dollars et qu'il est monté à 4 900 au bull run, il a fait un x 60 à peu près. Ben pour 20 000, ça faisait 1,2 million au top du bull run. Et on ne se Mm. représente pas, tu vois, ce que ça peut donner un bon investissement au bon endroit, au bon timing et avec la bonne chance. Mais ça peut représenter un peu, comme disaient des gens dans le chat, un ticket de loto, quoi, tout Ouais. simplement. Donc, Mais vous inquiétez. je le répète, ça n'arrivera pas à une majorité d'entre vous, c'est plutôt l'inverse qui va se passer. Mais il y a plutôt beaucoup de perdants, 8 ou 9 perdants sur 10 sur les marchés financiers. Le but, c'est pas de dire que le marché crypto rend riche, loin de là. Mais il peut y avoir de temps en temps effectivement une success story. Et il y en a d'autant plus qu'on le voit sur Twitter, ceux qui ont fait quelques cycles. En général, il y a quand même des profils qui ont fait leurs preuves et qui prouvent, soit avec des wallets publics, soit de la façon dont ils sont assis dans l'écosystème, que ça a plutôt bien fonctionné pour eux. Donc, Mm. c'est vrai que c'est assez compliqué de faire passer un message où à la fois on est dans la retenue de nous dire que pour une majorité de personnes, ben, il n'y aura pas de fortune à la clé, ou ce qu'on appelle fortune, nous, ça peut être de transformer 1000 euros en 2000. C'est déjà très bien de faire un fois deux. Mais après, c'est vrai que les personnes qui arriveront à faire de ces 1000, 2000 ou 5000 ou 10 000 ou 20 000, ne serait-ce que 100 000 ou 200 000 ou un demi-million ou 1 million, ça, tu restreins à 0,0 quelque chose pour cent. Et il faut bien en avoir conscience parce que ça aussi, malheureusement, c'est un biais psychologique. La plupart des particuliers viennent au marché crypto en pensant que tout le monde va avoir son ticket de million de loto, mais ça fonctionne pas du tout comme ça, vous vous en doutez bien. Donc voilà, c'était Ouais. le petit laïus. Ouais. Il est temps, enfin, ça manque un peu de parler en milliers ou en dizaines de milliers de dollars, comme s'il s'agissait de simples dollars unitaires, j'ai envie de dire. Vivement le bull run, même si à la fin du bull run, on disait, oh là là, vivement le bear market, c'est trop fatigant. On n'est jamais content. Tout à fait. Donc, pour clôturer cette émission, ben, faites attention à vous, investissez que dans ceux que vous comprenez et dans ceux dans quoi vous avez des convictions. C'est ce qui fait que d'un point de vue psychologique, vous allez arriver à passer à la fois le bear market, mais surtout que vous n'allez pas tilter immédiatement en bull run. Et c'est parfois même plus dur le bull run que le bear, en certains aspects en tout cas. C'est deux choses un peu différentes, mais qui sont tout aussi hard. On l'a vu, nous, de notre côté, il y a des personnes qui arrivent à tout perdre, même en bull run. Donc, faites gaffe à ça aussi, hein, pour plus tard. Et bah, les sempiternelles recommandations de prendre ses profits en cours de route.
l'argent acquis aujourd'hui vaudra certainement plus cher demain si vous en faites quelque chose d'intéressant. Et ensuite, n'ayez pas des rêves trop grands au début. Laissez-vous surprendre positivement par le marché si vous faites une performance au-delà de ce que vous espériez. Mais après, ne vous laissez pas happer par des rêves trop grands qui vous conduiront à la perte et à la ruine, si je puis Ouais. dire. Mais on peut conclure sur. Euh, Attends, le dicton, enfin la citation, c'est euh, il faut au moins viser la Lune, parce que si on la rate, au moins on finit dans les étoiles, un truc dans le genre. Ouais, Ça c'est de tout à fait qui vrai. mais, mais pour dire que voilà, si on rate la Lune, au moins on aura quand même du rêve, quoi. Et ainsi pour Yes. apprendre, ainsi pour en profiter. Ouais. Et je suis certain qu'il y en a plein qui ont bien appris là et qui sont chauds patates pour en profiter dans les 2 années qui viennent. En tout cas, on reverra ça la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir été là. Merci Manu d'avoir partagé le micro. Merci à tous Merci ceux qui ont beaucoup. fait des donations dans la soirée et qu'on n'aurait pas vu ou pas cité. On vous souhaite une excellente soirée. On vous donne rendez-vous du côté de YouTube demain après-demain. Et continuez d'être prudents. Ciao, ciao. Ciao.